pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans ce 68e épisode de Divergence sur Divergence Politique avec nos amis Xavier Moreau, Fabrice Orlin. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bonjour Alexis, impeccable, merci. Ça va. Eh ben c'est parfait, moi je suis heureux de passer ce temps avec vous. Alors on va un peu parler de notre ami Trump aujourd'hui. C'est le titre, vous le voyez sur cette vignette, c'est le titre de la vignette. Iran, Ukraine, Epstein, faites vos jeux, rien ne va plus pour l'ami Donald Trump qui vit des mauvais moments. Alors on va peut-être commencer par le premier sujet, c'est l'Ukraine. On va commencer par l'Ukraine avec Fabrice. Fabrice, on le voit sur cette publication de Axios, Trump a demandé à Zelensky à nouveau, parce que là on n'est pas dans une grande nouveauté finalement, il lui a demandé de finir la guerre le plus tôt possible. Alors, on a différents échos, très compliqué d'y voir à peu près clair dans ce que Donald Trump aurait dit à Zelensky. On a entendu parler au début du 4 juillet. Alors, la date elle est compréhensible pour un Américain, mais pour un Russe ou un Ukrainien, ça veut rien dire. Et puis, là, on entend parler d'une période d'un mois, finalement. Donc, est-ce que c'est un mois, 4 juillet, ou jamais, finalement ? En fait, je pense que Trump lui-même ne sait pas très bien. Trump, c'est le spécialiste pour brouiller les cartes. On le sait, c'est sa façon à lui de mener les négociations. Il menace, après il relâche un peu, il fixe des limites, et puis en fait les limites, il les repousse. Et puis finalement, il attaque avant même la date butoir. En fait, on n'en sait rien, je pense. Et personne n'en sait rien, personne ne sait ce qui se passe dans sa tête. Il a une façon assez particulière de mener la diplomatie. Je crois que de toute façon, les Américains, en règle générale, ne savent pas ce que c'est que la diplomatie. Ils n'ont pas cette profondeur culturelle, historique, comme les Iraniens peuvent l'avoir, comme les Russes peuvent l'avoir, comme les Français l'avaient à l'époque. Donc lui, c'est faut pas oublier d'où il vient, c'est quand même le beauf parfait américain qui s'imagine qu'on mène la diplomatie comme on mène les négociations en faisant des affaires à New York pour acheter des gratte-ciel. Voilà, donc c'est impossible en fait. Dire. Moi, ce que je vois juste, c'est que si Trump et son administration voulaient véritablement en terminer avec cette guerre en Ukraine, il a tous les moyens dans ses mains pour faire qu'elle s'arrête. Il a tous les moyens. C'est-à-dire que même avec des gouvernements des pays européens qui veulent absolument continuer la guerre, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, etc., on sait que tous ces pays-là veulent que la guerre continue. Malgré tout, il aurait les moyens de faire en sorte que cette guerre se termine parce qu'il a tous les compromates possibles et inimaginables sur Zelensky et son équipe, parce que l'armement, même si aujourd'hui il le livre plus gratuitement, c'est encore de l'armement américain qui vient en masse en Ukraine avec l'argent des contribuables européens, et ça, il pourrait l'arrêter. Il y a Starlink aussi, on le sait. Donc en fait, on ne sait pas trop à quel jeu il joue. S'il voulait en finir avec cette guerre, il aurait les moyens de le faire. Or, on note aujourd'hui qu'il laisse quand même les choses faire et en fait durer dans le temps, parce que ça fait maintenant quand même des mois et des mois que les négociations ont commencé. Alors à chaque fois qu'on a un tour de négociation, on nous dit oui, il y a une grande avancée, c'est magnifique, on est content, etc. Bon, mais ça c'est le langage habituel pour montrer à la population américaine que les choses avancent, etc. Il est obligé de rendre une copie, on va dire, positive auprès de ses électeurs. Mais force est de constater que sur le terrain, rien ne se passe. Et ça, depuis quasiment un an maintenant.
Effectivement, Fabrice. Alors, c'est vrai que c'est un peu la méthode Coué. On l'a vu notamment, Xavier, lors du discours sur l'état de l'Union. Tout est merveilleux. Les États-Unis, c'est l'âge d'or actuellement. J'ouvre les On guillemets gagne pour sur l'instant. tous les tableaux, on ne sait plus quoi faire de nos victoires. Ouais, c'est Ah, ça qui- c'est exactement ce qu'il a dit en plus. Effectivement, il a même dit, les gens nous disent, vous gagnez trop, arrêtez de gagner, mais nous, on va continuer à gagner. Le truc est exceptionnel. Xavier, on a en face un Zelensky. Alors, je voudrais l'afficher si j'y arrive. Voilà, Zelensky qui supplie Trump de rester autour de la table. Est-ce que du côté ukrainien, c'est pas un peu deux salles, deux ambiances? Est-ce que du côté ukrainien, on n'est pas en train de se dire que, que véritablement, quand même, l'ami Trump ne fait pas beaucoup d'efforts pour soutenir, ou ne fait pas assez d'efforts, pardon, au goût du président ukrainien pour soutenir son pays? Oui, en fait, il y a quand même un risque pour Zelensky, c'est que finalement, Washington se désintéresse complètement du sujet. Et ensuite, il faut pas non plus surestimer les capacités du complexe militaire-industriel américain. Même avec l'argent des Occidentaux, il est sur la corde. Il a des graves problèmes. On le voit avec ce qui s'est passé sur le porte-avions, j'ai oublié le nom, avec les problèmes de toilettes là. Donc en fait, c'est symptomatique d'un complexe militaire-industriel qui fonctionne mal parce que les armements coûtent trop cher. Hein. C'est pas moi, c'est Trump qui le dit, parce qu'ils fonctionnent pas. Parce qu'il y a une hyperdépendance vis-à-vis de la Chine qui a été révélée il y a déjà plus de 2 ans par un prestataire du Pentagone qui s'appelle Govini, qui a montré à quel point, notamment dans l'aéronautique, tout ce qui était sous-ensemble électronique, mais pas seulement, eh bien, était acheté en Chine massivement, et que pour localiser ça aux États-Unis, ça coûterait une fortune, puisque évidemment, il faudrait investir, et ensuite, il n'y aurait pas les volumes que la Chine, dont la Chine dispose dans sa production. Donc en fait, la situation n'est pas très brillante pour Washington. Cela dit, ce qu'il faut me garder à l'esprit, c'est que il y a quelque chose qui est obtenu à Anchorage et qui satisfait les Russes et les Américains. Le problème, c'est que les Américains, comme l'a dit Fabrice, ne font pas pression sur Zelensky pour qu'il l'applique. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Je pense qu'il y a l'État profond. Il y a non seulement la gauche américaine, qui est aussi belliciste que la gauche française, mais il y a également au sein du parti républicain des gens comme Lindsey Graham qui sont des fanatiques. Et il faut aussi rappeler que le complexe militaro-industriel, pour ne parler que de lui une fois de plus, en fait, est un système de corruption aux États-Unis. C'est pas moi qui le disais, c'était le président Eisenhower, en disant qu'il mettait son dernier discours avant de quitter le pouvoir, c'était de prévenir, de mettre en garde les Américains contre la puissance du complexe militaro-industriel. Et ce complexe militaro-industriel-là, il le paye. Il paye les sénateurs, il paye les membres du Parlement pour qu'en fait on continue à produire des armements qui servent à rien, parce qu'il y a une usine dans la circonscription, et que il faut, si jamais l'usine ferme, c'est des gens au chômage, et c'est des électeurs en moins. Donc en fait, je pense que ce qui empêche Trump d'aller jusqu'au bout, c'est tout simplement le système aux États-Unis. Et ça, malheureusement, je vois pas pour l'instant de réelles réformes. Alors oui, il a eu des mots durs vis-à-vis du complexe militaro-industriel, mais en même temps, il fait passer on est à 1 000 milliards de dollars le budget de la défense. Donc ça va pas sur la bonne voie. Mais cela dit, encore une fois, moi je pense que, comme Sylvain Ferreira, que c'est le soldat russe qui tiendra la paix, en fait, par la victoire. Donc encore une fois, il faut qu'il y ait une certaine pression qui soit exercée sur Zelensky. Je pense que cette pression existe. Je me méfie beaucoup de ce que raconte Axios et la presse américaine en général. C'est souvent entre les mains des néocons, donc faut être extrêmement méfiant. C'est ce qui est clair, c'est que Trump aimerait bien en finir. Zelensky, poussé par ses sponsors, ne veut pas, parce que il a peur de tout perdre. Et mais il va arriver un moment où, encore une fois, je pense que le moment clé, ce sera lorsque le Donbass, ce qui reste du Donbass, sera plus ou moins encerclé, au moins un encerclement opératif. Où là, s'il donne l'ordre d'évacuer le Donbass, ça pourra passer dans l'opinion publique bandériste en Ukraine, puisqu'il pourra dire, écoutez, on est encerclé, contrairement à Bakhmout, contrairement à Ougledar, contrairement encore à Pakrovsk ou à Mirnograd, où j'ai donné l'ordre trop tôt de repli, là, je le donne à temps. Donc, et là, est-ce que les Russes accepteront, dans la mesure où
où eux-mêmes auront avancé de mettre en place une trêve, hein, puisque c'est de ça dont il est question, je pense. Encore une fois, c'est mon analyse, c'est-à-dire que la première étape des négociations sérieuses et de la rédaction d'un traité de paix, ce sera le retrait de l'armée otano-kievienne du Donbass. À partir de là, il va y avoir des négociations sur le traité de paix, et là, il y aura aussi pas mal de couleuvres à faire avaler, c'est-à-dire la région de Zaporozhye, la région de Kherson, je pense la décentralisation du régime ukrainien, donc des élections pour la première fois depuis 2014 réellement libres à Odessa, à Kharkov, etc., etc. Donc tout ça, ça sera la deuxième étape. Mais je pense que toujours on peut espérer une cessation des hostilités en 2026 parce que le soldat russe avance, tout simplement. Alors, pour rappeler, pour reprendre tes propos, c'est le Gerald Ford, le porte-avions, effectivement, qui avait des soucis, qui a des soucis de toilette. Il les avait pas, il les a toujours. Deuxième chose, effectivement, le lobbying, tu as raison, aux États-Unis est légal. Donc, il y a véritablement de la corruption chez nous. Chez nous, on appelle ça de la corruption, on appelle ça du lobbying aux États-Unis. Donc, il y a effectivement ce lien entre les grands acteurs du marché, notamment d'armement, et les députés, les sénateurs américains, où il peut y avoir des interrogations sur, je dirais, le bien fondé de leurs décisions. Messieurs, petite question quand même, on n'en a pas beaucoup parlé de ces 4 ans ici en France, finalement, même sur la chaîne de propagande officielle d'État, sur LCI, même sur LCI, il n'y a pas eu quand même un gros buzz, une grosse journée spéciale Ukraine, etc. Alors, on a vu, bien entendu, Valérie Hayé, la députée européenne, qui, elle, a fait une vidéo complètement lunaire et pathétique, disons-le. Mais ça n'a pas été gros buzz. On a vraiment l'impression que, Trump joue peut-être le jeu de laisser s'envenimer les choses ou de laisser faire les choses, mais que du côté européen, on a l'impression qu'on est en train de commencer à sortir les rames pour essayer de convaincre la population ou d'aller encore plus loin dans le soutien. Fabrice, Xavier, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, pour cause, en fait, c'est-à-dire que nous, on l'a fait, le bilan sur les 4 dernières années. On a fait ce bilan-là donc la semaine dernière. Mais, effectivement, alors je te coupe, excuse-moi, je vous renvoie bien entendu à cette super vidéo avec Fabrice et Xavier. 4 années résumées, présentées de manière claire. Merci, messieurs. Donc, je vous renvoie à tous ceux qui sont intéressés. Le vrai bilan de ces 4 ans, eh bien, vous le cherchez dans les émissions de Divergence. Merci, Fabrice, de le rappeler. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait imaginer que sur les plateaux de LCI ou de BFM, on puisse faire le bilan, parce qu'il faut quand même se rappeler, et là, c'est le petit moment d'électation, qu'il y a 4 ans, à l'heure où on se parle, donc il y a 4 ans, tous les spécialistes racontaient que le soldat russe se battait avec des pelles et démontait des machines à laver pour obtenir les puces électroniques de façon à les mettre sur les missiles, parce que l'armée russe était exsangue, le complexe militaro-industriel russe n'existait quasiment pas, il n'y avait pas assez d'armes, pas assez de munitions, etc. C'était ça. Et que les alcooliques. Que des alcooliques, voilà, qui se battaient à coups de pelle dans les tranchées. Bon, 4 ans après, on regarde les résultats, on se dit, les mecs, ils manipulent quand même plutôt bien la pelle, et les machines à laver, ils les démontent assez rapidement, parce que c'est quand même des spécialistes de... Voilà, c'est incroyable. Donc, évidemment qu'aujourd'hui, ils ne vont pas faire un bilan complet de ce qui s'est passé sur les 4 dernières années, parce que tout ce qu'ils ont raconté s'est avéré être faux, être de la propagande. Et pour eux, ça serait un aveu total, un aveu complet de mensonge ou d'incompétence. Et ça, ils ne peuvent pas se le permettre, bien évidemment. Xavier, on a quand même eu l'ensemble de nos chefs d'État européens qui seront venus, pas l'ensemble, mais enfin la grande majorité, qui sont venus poser pour la photo à Kiev. C'était le moment des embrassades avec Zelensky, c'était merveilleux. Je crois qu'ils sont avares de rien pour essayer de faire tenir le régime de Kiev le plus longtemps possible, parce qu'ils se sont tellement investis dans la guerre que, en fait, la défaite de Kiev sera clairement la leur. Et c'est ça le bilan de ces 4 années. Le bilan de ces 4 années, c'est que la Russie tient tête militairement à une coalition de près de 40 pays, a une économie qui fonctionne, quand on regarde sérieusement. Contrairement à ce qu'a raconté mon ami Jean-Noël Barrot, les réserves de change russes ont atteint un record à plus de 800 milliards d'équivalents dollars. Le Fonds du bien-être national, j'en parle dans mon bulletin
de vendredi, en fait, pour la première fois depuis 2022, ne bouge pas au mois de janvier. Normalement, au mois de janvier, l'État russe tape dedans pour rééquilibrer les comptes. Et là, en fait, quand on regarde, il a quasiment pas bougé. Pourquoi ? Parce que il est essentiellement fondé sur le yuan et sur l'or, qui sont en train de décoller en permanence d'ailleurs. C'est un décollage permanent qui monte. Donc en fait, les caisses ne sont pas vides, contrairement à ce qu'a dit Jean-Noël, et l'armée russe avance. Et ça, je pense que ça fait très peur à la classe dirigeante européenne. Encore une fois, l'histoire nous apprend que les grandes défaites militaires aboutissent souvent à des bouleversements politiques. Et quand on met en parallèle donc cette défaite militaire et l'écroulement économique de pays piliers de l'Union européenne, à commencer par la France, mais pas seulement, l'Allemagne est également en très mauvaise posture. Eh bien, effectivement, ils ont de quoi s'inquiéter. Et il y a toute une classe dirigeante qui, en plus, si tout d'un coup l'Union européenne était remise en cause, des gens comme Kaja Kallas, comme tous ces Baltes qui servent à rien et qui sont au sein des institutions de l'Union européenne. Et qui vont prendre en fait, la présidence dans les jours à venir. Tout à fait. Ouais, bien sûr. Non, c'est vraiment. Donc en fait, ils se battent pour eux. Ils se battent pour des. On est quand même. Ça ressemble beaucoup à la fin de l'URSS. Et notamment, vous avez toute cette le politburo, les membres haut placés du Parti communiste du Nord soviétique, qui s'imaginent pas que leur monde puisse s'écrouler et de se retrouver à la rue, ce qui est beaucoup de passé. Beaucoup de gens qui dirigeaient l'URSS, au mois de janvier 1992, il n'y a plus de boulot et ça veut rien faire. Et donc on a toute une classe dirigeante qui est dans cet état-là. Donc évidemment, ces gens-là se sont précipités à Kiev. À côté de ça, on pourra peut-être en parler, mais il y a le fait que la Hongrie et la Slovaquie ont décidé de contre-attaquer Kiev, notamment la Hongrie bloque les 90 milliards. La première tranche des 90 milliards d'euros, et ça pour Kiev c'est critique. Et en même temps, je pense Kiev sous la pression anglaise dit surtout ne relancez pas le pétrole en Hongrie parce que ça peut permettre de faire battre Orban en avril. Il y a un rendez-vous qu'il faut avoir à l'œil, c'est vraiment les élections en Hongrie. Si Orban l'emporte, je pense que la paix en Europe là devient une perspective cette année tout à fait réaliste. S'il perd, en revanche, Fico, alors maintenant il y a Babiš en Tchéquie, va se retrouver, ils vont quand même se retrouver bien seuls. Fico qui a soutenu d'ailleurs la question d'Orban. Fico tout à fait. Fico a coupé l'électricité. A aussi indiqué à l'Ukraine. Il y avait il devait y avoir des réciprocités. Allez, messieurs, on finit sur ce sujet. Je vous fais remarquer un petit détail. Ils sont tous venus donc pour le 24 février à Kiev en train. Logique. Alors, les mains vides, ça c'est une bonne chose pour nos économies, ou du moins pour nos impôts. Ils sont tous venus en train. Il n'y avait pas de caméra cette fois. Il y avait tout à fait les journalistes qui accompagnaient, mais cette fois, les caméras ne tournaient pas. Je vous le dis comme ça. Parce qu'on il n'y a pas de mouchoir sur la table. Quoi. Et personne n'était enrhumé. Voilà. Allez, tout de suite, petite transition et on passe au deuxième thème. Eh bien voilà, vous l'avez vu dans cette transition. Pardon, je fais des bêtises. Abonnez-vous, c'est important. Vous le voyez, tous nos médias sont actuellement sous l'œil de la censure européenne, de la censure française. Ça va pas s'améliorer, soyons très honnêtes. Donc, eh bien, si on veut pouvoir se battre contre YouTube qui est en zélé soldat, suit les directives de l'Union européenne et de la France, et invisibilise tous les programmes, toutes les chaînes qui ne conviennent pas au seigneur Macron, eh bien voilà, il n'y a qu'une seule solution, je vous le dis, il n'y a qu'une seule solution, ça prend 10 secondes, peut-être 15 secondes grand maximum, c'est gratuit. Vous faites un j'aime à cette émission, vous la partagez encore mieux avec vos amis, ça ce serait idéal. Mais surtout, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche, c'est gratuit. 3 gestes qui prennent 10 secondes à réaliser et qui permettent bien d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir être, en tout cas de contourner cette tentative de bannissement, de mise au placard que YouTube fait sous la demande du ministère, soyons pas naïfs.
Voilà, donc faites ces 3 gestes-là. Et puis, encore plus important, vous le savez, nous sommes un canal résistant. Nous n'avons pas la moindre dotation, nous n'avons pas le moindre argent public ou quoi que ce soit. La seule solution pour nous, pour continuer, eh bien, c'est grâce à vous, c'est votre soutien. Donc, c'est important. Vous le voyez, il y a un petit QR code. Vous prenez votre téléphone, vous flashez avec l'appareil photo le QR code. Ça va vous ouvrir un lien pour faire un don. Et puis, ben, voilà, si vous pouvez verser 1 euro, 2 euros, ou 3 euros, ou 5 euros, ça dépend de votre capacité, mais c'est important pour nous parce que c'est la seule chose qui nous permettra de continuer nos programmes sur Divergence Politique, et puis ici, avec Xavier, avec Fabrice, dans Divergence. Allez, cette petite parenthèse étant faite, je voudrais, messieurs, vous amener sur un autre sujet de la semaine, c'est les Epstein Files. Alors là, ça a dérapé fortement pour Donald Trump, puisque certains médias, Fabrice, Xavier, indiquent que... Alors, Trump réapparaît, c'est-à-dire que Trump avait été cité par une plaignante qui indiquait qu'il l'avait violée. Une deuxième plaignante est ressortie des dossiers, en plus de la première, et une troisième réapparaît. Et cette troisième, je vais la mettre entre parenthèses parce qu'il y a eu, on le sait, un accord. Alors, on ne sait pas qui a signé l'accord, mais il y a eu un accord. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut finir des procès. Enfin, on peut ne pas passer au procès. En fait, on peut finir une attaque judiciaire en scellant un accord commercial, on va dire. En gros, on achète le silence du plaignant pour que la personne ne mette en place aucune procédure juridique. Ça a été le cas pour cette troisième personne qui donc a reçu de l'argent de Donald Trump, enfin, en tout cas du camp de Donald Trump, et qui a retiré sa plainte. Donc elle est, on va dire, c'est 2 plaignantes et demie, puisque la troisième n'est plus du tout plaignante. Certains médias donc américains disent que Donald Trump a fait pression de par sa position politique auprès du ministère de la Justice pour que certains éléments dans le dossier soient soit non mis en avant, soit en tout cas caviardés, ce qu'on appelle vulgairement caviardés, de manière à être rendu sans... Voilà, illisible. Fabrice, Xavier, est-ce que le poison lent des Epstein Files est en train de gangréner la présidence de Trump? Écoute, moi, alors moi, je suis pas spécialiste vraiment des Epstein Files. Je suis les gens qui sont en train de les éplucher. Donc, je vais être assez prudent. Il y a quand même quelque chose, notamment, il y a Youssef Indy qui suit ça très bien depuis le début, qui souligne bien, c'est Trump qui a fait sortir les Epstein Files. Donc, il sait ce qu'il y a dedans et il n'était pas sur l'île. Donc, moi, je pense que tout ça, je pense que l'explication qui dit que, en fait, c'est un moyen pour Trump de détruire la gauche américaine, finalement, puisque c'est elle qui est surtout impliquée, eh bien, me paraît réaliste. Et encore une fois, des plaintes pour viol, il y en a eu, il y en a sans arrêt contre des acteurs, contre Trump. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est encore une fois le problème d'Epstein, c'est la création, la mise au service du Mossad d'un réseau de pédocriminels qui fait chanter en fait les hommes politiques, les gens influents pour des avantages extérieurs. C'est aussi ce que je vois, c'est aussi tout un réseau d'un vice incroyable. Là, il y a on a vu, j'en parle dans le bulletin également, un intermédiaire d'Epstein qui lui propose 400 filles ukrainiennes. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible. Voilà. Et je crois honnêtement que l'explication qui dit que Trump joue avec ça pour qu'en fait on parle du dossier Epstein puisqu'il y a soi-disant des informations qui le concernent, je pense que cette explication paraît assez réaliste. Je rappelle que dans un email, effectivement, Epstein parlait avec je ne sais plus qui et il parlait d'Ukraine et il parlait de la guerre en Ukraine qui démarrait et il disait ce sera une très grande chance pour nous d'avoir plus de filles, de petites filles, enfin, ou de jeunes femmes, ou voilà, choisissez le mot que vous voulez. Donc, c'est vraiment satanique comme réflexion de pensée. Fabrice,
Est-ce que tu es sur la même longueur d'onde, toi, sachant que quand même, là, je suis pas 100% d'accord avec Xavier, et donc, de fait, visiblement avec Youssef Indy, c'est quand même sous la pression d'acteurs comme Marjorie Greene ou Thomas Massie que Trump a été obligé de sortir les Epstein Files. Il voulait pas les sortir pendant. Il s'est battu pour pas les sortir quand même. Donc là, je voudrais quand même qu'on nuance un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, je n'ai pas la réponse à cette question, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont sortis tardivement, qu'ils sont sortis caviardés et qu'il y a une immense partie du dossier qui n'a pas encore été révélée. Donc, pour moi, tout ça, effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez louche derrière. Peut-être, effectivement, que Trump est derrière, est à la manœuvre. Peut-être pas. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire, c'est vrai, que j'ai du mal à penser que c'est lui qui a poussé pour que ces dossiers soient publiés, dans la mesure où on se souvient, il y a encore quelques mois, avant que les dossiers soient finalement sortis et publiés, et qu'il n'arrêtait pas de dire, écoutez, arrêtez de nous emmerder, pour le dire de façon un peu grossière avec ça, c'est un non-lieu. Il ne s'est rien passé, passons à autre chose, ça ne sert à rien de rester sur ce sujet, etc. On se souvient, il avait même insulté les personnes de son propre camp qui lui mettaient la pression pour que ces dossiers ressortent. Alors après, on pourra toujours dire, oui, mais c'était un plan à 3 bandes, un billard à 3 bandes, il faisait ça pour faire croire qu'en réalité, il était embêté, mais il ne l'était pas, enfin, j'en sais rien, moi. Il y a un moment quand même où je pense qu'il faut prendre les choses et les analyser telles que les faits nous les montrent. Et je n'ai pas eu l'impression qu'il était vraiment très heureux de voir ces dossiers sortir. Et surtout, la façon dont ils sont sortis a rendu mécontent une grande partie de son électorat parce qu'il y a beaucoup de noms qui ont été caviardés. Et surtout, on le sait maintenant, c'est qu'une infime partie de tous les dossiers qui sont en sa possession. Alors après, une fois que j'ai dit ça, je voudrais quand même dire autre chose, c'est qu'on se souvient qu'à sa première présidence, le camp démocrate qui faisait tout pour le détruire politiquement avait sorti de dessous les fagots une femme qui aurait été violée par Trump il y a 20 ans, etc. Voilà. Enfin, comme l'a dit Xavier, ce genre de choses, quand même, ça existe. Quand on veut détruire la réputation d'une personne, on retrouve des conquêtes féminines de cette personne en question. Et on lui dit, oui, mais tu te souviens, en fait, tu avais un petit peu bu, machin, tu n'étais pas forcément consentant. Ah oui, j'ai été violée. J'en sais rien. Peut-être qu'il les a violés, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va nous dire non plus. Alors, à la suite. Attends, non, mais il y a une parenthèse, parce que là, la question n'est même pas sur le viol. La question est que les plaignantes, je suis d'accord avec toi, c'est un sport national aux États-Unis d'accuser de viol pour des personnalités ou des personnes riches pour essayer d'obtenir de la part d'un juge, d'obtenir de l'argent. Mais là, la question n'est pas là. Sur les plaignantes, on parle notamment sur celle qui est la plus exposée d'une personne qui avait entre 13, entre 13 et 15 ans au moment des faits. Voilà. Ouais, j'ignorais ça. Pour le coup, j'avoue que l'affaire Epstein, je rentre pas trop dans les dans les détails. Mais même ça, enfin, pour moi, il n'y a pas de preuve de toute façon. Tant qu'on n'a pas une preuve bien concrète, j'éviterai quand même de m'aventurer sur ces chemins parce qu'on sait, ça j'en avais déjà parlé sur cette émission, on sait qu'il va y avoir des règlements de compte qui vont être faits en se servant de ce dossier-là. Certains essayent d'attaquer Elon Musk, pareil, en disant voilà, il aurait fait ci, il aurait fait ça, d'autres ça va être Trump. Donc je crois qu'il faut rester quand même très prudent tant qu'on n'a pas de preuves. Maintenant, voilà, ce qui est sûr et ce qu'on sait, c'est que Trump, avant de se présenter aux élections, il était, je crois, il faisait partie d'un jury pour les Miss, de concours de beauté pour des filles assez jeunes. Voilà, bon, c'est un jouisseur, Trump, hein, on le sait. Donc, est-ce qu'il a fait un dérapage ou pas? Voilà. Bon, pour le moment, je pense qu'on n'en sait pas assez pour pouvoir en fait tirer une conclusion claire, nette et précise. Mais je le sens quand même plutôt gêné aux entournures sur ce dossier.
Voilà. Alors, tu as raison, et Xavier aussi, sans parler du fond juridique, parce qu'à la rigueur, nous ne sommes déjà pas juges, et deuxièmement, nous n'avons pas les éléments factuels. Mais si on revient sur le volant politique, Xavier, est-ce que c'est pas finalement que les démocrates? Au contraire, c'est aussi beaucoup le camp MAGA, c'est-à-dire sa base normalement forte qui secoue le cocotier sur les Epstein Files. Tout à l'heure, je citais Massier et Marjorie Taylor Greene. C'était les deux plus grands supporters ou les deux plus grands soutiens de Donald Trump. Voilà. Est-ce que quand même là, il n'y a pas une attaque politique ou en tout cas une tentative de déstabiliser Trump de la part de son propre camp, Xavier? Ouais, je pense que ça, oui, mais ça, c'est pas seulement le dossier Epstein, c'est-à-dire c'est la déception. On en parlait au début de l'émission, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine continue. Il était censé être le président de la paix, un peu comme il avait été lors de son premier mandat. Hein. C'était à part un bombardement symbolique contre la Syrie. Finalement, ça avait été un des rares présidents américains qui n'ait pas fait la guerre. Et là, on assiste à exactement l'inverse, c'est-à-dire de l'ingérence au Venezuela avec le kidnapping de Maduro, un blocus de Cuba. Le blocus, c'est un acte de guerre. En plus, c'est dramatique pour la population. On ne sait pas ce qui va se passer au Moyen-Orient face à l'Iran. Donc là aussi, ça peut être le début d'une guerre dévastatrice qui va avoir des conséquences en plus économiques monstrueuses, puisque ça veut dire blocage du détroit d'Ormuz. Enfin bon, notamment pour l'Europe. Hein, et puis finalement, cette guerre en Ukraine, dont, comme disait Fabrice tout à l'heure, Trump y mettre fin en bloquant le renseignement militaire et en bloquant Starlink, c'est terminé dans une semaine. Zelensky n'aura pas d'autre choix que de... Il n'y a pas de moyens dégradés dans l'armée ukrainienne au niveau des transmissions. S'il n'y a plus Starlink, il n'y a plus rien. Et où ce qui reste sera brouillé par les Russes. Donc en fait, il y a une grande déception par rapport à... Et surtout, je pense que... Enfin, tu connais les États-Unis mieux que moi, pour y être allé souvent, Alexis. Il y avait une grande attente de politique intérieure. Et pour l'instant, ce qu'on voit, c'est l'anarchie. Et finalement, on n'entend plus parler que des politiques étrangères. Et en plus, il y a ce fiasco des droits de douane. Donc tout a été pris, tout a été fait dans tous les sens, sans programmation, sans professionnalisme. Et c'est voilà. En plus, il y a Epstein. Voilà. Donc c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Exactement. Allez, on va faire une petite publicité et on passe au dernier thème. On va parler toujours de Trump et cette fois de l'Iran. Voilà, les soucis. La semaine horribilis de Trump continue et cette fois c'est avec l'Iran. Tout de suite, petite transition publicitaire et on revient avec vous. Nous sommes en guerre. Chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. Allez, voilà, vous l'avez vu, si vous voulez sécuriser votre épargne, si vous souhaitez bénéficier d'une économie attractive avec des taux d'intérêt élevés. Actuellement, on est à 16%, messieurs, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Ben voilà, venez ouvrir un compte bancaire en Russie, venez éventuellement envisager une expatriation en Russie via les visas idéologiques. Venez même peut-être mettre votre business en Russie en ouvrant une société. Là aussi, sur les sociétés, il y a beaucoup de choses extrêmement pertinentes pour les taxes et les taux d'intérêt, etc. en Russie. Donc ben voilà, si vous voulez en tout cas venir voir ce qui se passe à l'Est, regardez en description de ce lien, il y a tous les éléments pour prendre attache avec Divergence Service et venir nous rejoindre ou ne serait-ce que même passer des vacances en Russie, tout simplement. Voilà, pas besoin de faire plus, vous pouvez venir en vacances et rencontrer Xavier et Fabrice. Je pense qu'on sera tous ravis de vous recevoir. Allez, dernier sujet, c'est l'Iran. Alors là, pour Trump, là aussi, rien ne va plus. Je rappelle un petit peu aussi un contexte avec sa base. On parlait tout à l'heure de l'importance de sa base
notamment MAGA, c'est Tucker Carlson qui était en déplacement pour un interview en Israël, qui a été arrêté à l'aéroport par les services secrets israéliens, qui a été interrogé sur ce qu'il faisait ici, le cadre de son interview, etc., etc., etc. Il y a eu beaucoup de pression, notamment sur son interview. Il l'a dit, Tucker Carlson, dans ses messages à son retour aux États-Unis. Certains, alors Donald Trump n'est pas intervenu pour soutenir Tucker Carlson à son retour, mais voilà, Marjorie Greene et d'autres sénateurs américains, eux, ont dit que c'était inacceptable, qu'il y avait une rupture, je dirais, dans la confiance entre Israël et les États-Unis d'Amérique. Tucker Carlson est allé voir Trump cette semaine, en indiquant au président qu'il ne fallait pas attaquer l'Iran au motif de faire le jeu des intérêts israéliens. Est-ce que c'est pas ça, finalement, Fabrice, la question, est-ce que Trump n'est pas finalement obligé d'y aller politiquement et parce qu'il a peut-être une soumission, ou l'État américain a une soumission à Israël? Le problème, c'est que Trump se retrouve dans une situation vraiment compliquée aujourd'hui pour lui. En novembre prochain, il y a les midterms, donc les élections mi-mandat, qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Donc aujourd'hui, il se retrouve dans une situation, donc c'est dans 9 mois. 9 mois, ça passe très rapidement. Soit il attaque l'Iran, mais il faut que cette attaque soit décisive, massive, et que surtout, elle ne continue pas dans le temps. Il faut que d'ici 1 mois, maximum 2 mois, tout soit terminé parce qu'il faut à peu près 6 mois pour faire changer ou faire oublier à l'opinion publique ce qui s'est passé. Mais d'un autre côté, les Iraniens sont conscients de ça et ont bien dit que même une attaque limitée sur leur territoire entraînerait un chaos au niveau régional. Parce que eux, c'est leur défense à eux, ça va justement être de dire nous, on ne va pas se contenter juste, comme on l'a fait à chaque fois, vous nous envoyez un missile, on vous appelle, on vous en envoie un sur une de vos bases et puis chacun rentre chez soi. Là, ils ont dit, si vous le refaites, cette fois-ci, on va attaquer toutes vos bases dans toute la région et on va faire en sorte que la région soit à feu et à sang. Et donc ça, pour Trump, ça serait le pire des scénarios. Donc je crois que Trump, il est un peu frileux pour y aller, mais d'un autre côté, pour Israël, c'est la dernière chance. Et Tucker Carlson, d'ailleurs, l'a très bien expliqué. Il a dit, les Israéliens vont tout faire pour que cette guerre ait lieu, parce que c'est une de leurs dernières chances, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est quand même pas si facile de faire accepter à l'opinion publique américaine que 2 groupes aéronavals se déplacent jusqu'en Iran, parce que ça, c'est quand même pas rien. 2 porte-avions militaires avec tous les navires qui vont derrière, les sous-marins, les avions de combat, etc. Ça, maintenant qu'ils sont là, s'ils repartent, ça va être dur de les ramener. C'est le premier point. Et deuxième point, ça, c'est ce que disait Carlson, et c'est très intéressant, c'est qu'il dit la jeunesse américaine ne veut plus, en fait, qu'il y ait des liens aussi forts entre les États-Unis et Israël. Et on l'a vu, c'est Charlie Kirk, donc, qui a été assassiné. Il y a Tucker Carlson qui milite dans ce sens-là, qui fait des millions et des millions de vues. Candace Owen. À la mort de Charlie Kirk, les médias aux États-Unis ont essayé d'imposer à la jeunesse Ben Shapiro, qui était la version pro-sioniste, pro-Israël de Charlie Kirk. La jeunesse américaine n'a pas mordu à l'hameçon. Et en fait, c'est un autre influenceur, je crois qu'il s'appelle Nick Fuentes, qui lui a des propos extrêmement virulents contre Israël, Netanyahou, etc., qui est en train de prendre une importance phénoménale dans les campus américains, parmi la jeunesse. Donc, en fait, l'opinion publique américaine est en train de changer sa position par rapport à Israël, parce que on sait qu'il y a à peu près 20 millions aux États-Unis d'évangélistes à qui on a raconté depuis des années que si on regarde la Bible, notre Seigneur a toujours dit que les États-Unis, c'est limite ça, bon, j'exagère un petit peu, mais que de toute façon, le rôle des États-Unis, c'était de soutenir Israël et que c'est marqué dans la Bible. Et donc, ces gens-là, en fait, depuis le début, ont toujours mis la pression sur tous les gouvernements pour que les États-Unis soient le plus grand donateur en armes, en argent, en renseignements d'Israël. Et tout ça, c'est en train de se casser la gueule. La jeunesse américaine n'en peut plus, ne veut plus. 60%, Fabrice. Il y a un sondage qui est sorti aux États-Unis. 60% de la population ne veut pas d'une intervention en Iran. Xavier, j'ai une question. Est-ce que, finalement, c'est ce que dit Fabrice, et il a raison, pour Trump,
Il n'y a pas de bonne porte de sortie. Il n'y a que 2 mauvais choix. Il y a soit reculer et passer pour un faible, notamment vis-à-vis de sa population, soit attaquer, probablement avec des pertes humaines qui seront dans l'opinion publique, qui seront de la part de ses ennemis politiques, vraiment des couteaux qui lui seront plantés dans le dos. Il n'y a pas de bonne solution pour Trump, on a l'impression. Si, il y en a une, j'en vois une, c'est-à-dire qu'il obtienne quelques concessions de l'Iran et qu'il fasse passer ça pour un triomphe. Oui, mais il n'y en a pas aujourd'hui. Fabrice, Xavier. Alors, Fabrice, toi, tu suis au quotidien ces questions sur le balistique. Il n'y en a pas. En plus, Trump a raconté n'importe quoi. Il a parlé de missiles balistiques qui pouvaient Mais c'est pas grave, atteindre. Alexis, c'est pas grave, ça. Même si en fait finalement il y aura des concessions symboliques de la part de l'Iran, l'important c'est que Trump ait quelque chose pour dire j'ai fait plier Téhéran, exactement comme l'opération bombardement dans le désert de l'été dernier. C'est-à-dire voilà, j'ai remporté une grande victoire. Marteau de minuit, Voilà. Midnight Hammer. Et oui, c'est moi qui l'appelle comme ça. Mais c'était dans le désert peut-être aussi, hein, on ne sait pas. Et donc en fait, si il y a une solution, j'espère, c'est la voie de la raison, qui évidemment ne plaira pas à Israël. Et en cela, je suis tout à fait d'accord avec Fabrice et avec Tucker Carlson, c'est-à-dire qu'on vit un moment charnière. Si Trump n'y va pas, c'est la fin d'une politique je dirais qui date en gros de la guerre du Kippour, hein. Parce qu'il faut savoir que pendant la guerre la guerre des 6 jours, c'est la France qui soutenait Israël, hein. Toute l'armée israélienne, c'était du matériel français, les avions, les chars, etc. Mais depuis les Américains se sont particulièrement investis dans le soutien à Israël, et donc c'est vraiment, si jamais Trump n'y va pas, c'est la fin d'une époque. Et ça veut dire que Israël et les Israéliens vont devoir se remettre en question. Ils ne pourront plus compter sur. Ils ne sont pas de taille face à l'Iran. Et finalement, ça va être le signal pour le reste du monde arabe, en disant finalement, Israël n'est pas si fort que ça. Et surtout, Israël sans les États-Unis est je dirais, insignifiant militairement. Oui. Au Moyen-Orient, la réalité c'est ça. Et surtout, personne ne peut remplacer les États-Unis. Si, les Russes pourraient, la Chine pourrait, mais ils iront pas. Et donc aujourd'hui, on a des États européens qui sont extrêmement faibles militairement, comme encore une fois on vient de le voir, on en a parlé sur l'Ukraine. Donc en fait, là pour le coup, on va encore avoir, entre la défaite en Ukraine et ce moment de bascule qui, j'espère, va arriver où finalement Trump ne fera pas la guerre à l'Iran. C'est une recomposition complète du rapport de force à l'international et finalement un déclassement complet d'Israël. Donc, moi je pense que quand même si Trump n'y va pas, Xavier, politiquement il est mort. Oui, mais la population américaine, elle est comme la population française, elle a une mémoire de poisson rouge. Mais tu ne gagnes pas une campagne aux États-Unis qu'avec la population. Et il faut un peu ce que je veux dire, c'est que d'ici 9 mois, les Américains auront oublié. Et surtout, encore une fois, les élections se décident pas à l'international. Elles se décident sur des problèmes concrets à l'intérieur. Donc, si Trump est raisonnable, il accepte des concessions symboliques de la part de l'Iran et il s'occupe des problèmes à l'intérieur des États-Unis. Ce que nous, on devrait faire aussi d'ailleurs en France. Mais justement, peut-être que Trump fait de l'international ou beaucoup d'international pour masquer le national. Ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas, je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a quelque chose qui est important à prendre en compte. Et puis, Fabrice, j'ai une question pour toi. C'est que s'il y a un déclenchement de la guerre en Iran, il y aura forcément une flambée des prix du pétrole. Et alors là, au national et sur le pouvoir d'achat des Américains, ça va être une pas que des Américains. Pas que des Américains. Oui, mais enfin, Trump s'occupe que de son électorat. Pour l'instant, il ne s'occupe pas de nous. Fabrice, on avait fait circuler cette semaine dans notre petit groupe sur Telegram de discussion une vidéo assez amusante qui a été faite, qui est sortie sur X, où on voit finalement, je crois c'est 30 ans, de Benjamin Netanyahou qui dit l'Iran est prêt d'avoir le nucléaire. Alors je crois qu'ils avaient commencé en 1985 et puis tous les ans on voit le gars qui vieillit mais qui dit toujours le même discours de dire non, c'était pas 85, je crois que la première date c'est 85, Netanyahou qui dit oui, l'Iran est proche d'avoir le nucléaire, etc. Et puis on le voit jusqu'à 2026. Alors c'est peut-être 95, t'as raison, 30 ans. Voilà.
C'est une propagande. Ce que je veux dire, c'est que cette vidéo montre bien qu'on est dans une propagande de la part d'Israël sur Téhéran. Est-ce qu'ils peuvent l'abandonner? Si Trump commence à faire marche arrière, est-ce que Israël peut arrêter de faire pression, de faire, de pousser à la guerre? Bon, d'abord, sur le nucléaire iranien, il faut quand même être bien clair. Les Iraniens ont toujours accepté de coopérer avec l'AIEA, l'agence de régulation pour les armements atomiques, à la différence d'ailleurs d'Israël. On le sait tous, c'est un secret de polichinelle. Israël possède l'arme nucléaire et c'est le seul pays qui a toujours échappé à tous les contrôles. Voilà. Mais Israël, qui a la bombe nucléaire, décide de qui a le droit de l'avoir ou de qui n'a pas le droit de l'avoir. C'est quand même, déjà, rien que ça, c'est quand même hallucinant. Bon. Deuxièmement, les Iraniens donc, ont toujours accepté de coopérer avec cette agence, ont toujours déclaré des dizaines de fois qu'ils ne voulaient pas la bombe nucléaire et que l'ayatollah lui-même, donc la personnalité religieuse la plus importante du pays, et on sait qu'en Iran c'est très important puisque le religieux et le politique sont intermêlés, s'entremêlent, il a toujours dit, il déclaré qu'il y avait une fatwa contre le nucléaire. Ils l'ont même déclaré sur la tribune de l'ONU. Donc, en fait, on sait pertinemment que pour attaquer un pays, il faut trouver une bonne excuse. Netanyahou a trouvé toujours cette excuse de dire demain, il reste 10 jours avant que l'Iran puisse avoir une bombe nucléaire. Aujourd'hui, on a Rubio qui nous dit oui, les Iraniens sont en train de créer des vecteurs et des missiles qui vont pouvoir bientôt atteindre Washington. Mais franchement, c'est prendre les gens pour des cons. À quel moment un pays comme l'Iran, qui n'a pas la bombe nucléaire, se dirait tiens, je vais aller attaquer Washington sur son territoire? Washington, donc les États-Unis, le pays qui a le plus d'ogives nucléaires au monde, ou un de ceux qui en a le plus au monde, je veux dire, on n'a jamais vu de toute façon dans l'histoire aucun pays non nucléaire attaquer un pays nucléaire. Donc tout ça, en fait, c'est des foutaises, on le sait pertinemment. Il faut simplement trouver une bonne excuse. Et autour de Trump, moi je pense que Trump aujourd'hui, il hésite à y aller pour les raisons qu'on a évoquées auparavant, mais autour de lui, il y a des personnes qui mettent la pression et je crois que de toute façon, il sera obligé de faire quelque chose en Iran parce que, quoi qu'il arrive, Netanyahou sabotera le traité de paix ou les accords de paix qui pourraient être signés, même si, comme l'a dit Xavier, Trump finalement se contente d'une petite victoire symbolique, ce qui est tout à fait possible. Netanyahou fera tout, et alors, croyez-moi, ils sont maîtres en la matière pour flinguer des accords de paix, pour créer des attentats sous faux drapeau ou même des attaques sous faux drapeau. On sait, on se souvient dans l'histoire qu'Israël avait anéanti un navire de guerre américain, le Liberty, merci Xav. Voilà, donc en fait, il n'est pas exclu non plus que ce soit Israël eux-mêmes qui attaque un navire américain pour forcer l'opinion publique américaine à bombarder l'Iran. Enfin, moi, je crois que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va mal se terminer cette histoire, je le crains, non pas forcément à cause de Trump, mais à cause de Netanyahou qui a un projet, il faut quand même le rappeler, le projet du Grand Israël. Son armée a été capable de détruire la Syrie, de mettre à feu et à sang la Syrie, l'Irak, le Sud-Liban, etc., tous ces pays-là. L'Iran est un trop gros morceau pour l'armée israélienne et Israël a absolument besoin des Américains et comme je l'ai dit là, il y a quelques minutes, ils ne laisseront pas passer une occasion. Trump a été trop faible en envoyant son armada là-bas. Maintenant qu'elle y est, les Israéliens s'en serviront d'une façon ou d'une autre. Oui, puis on a l'Instagram, le petit chien des lobbies militaires et d'Israël, accessoirement, qui de toute façon pousse aussi. Donc il y a les ennemis d'intérieur, comme on dit. Messieurs, on a passé une émission extrêmement passionnante. Moi, j'ai adoré dialoguer avec vous. On a découvert plein de choses sur ces 3 sujets. Je vous engage tous à nous suivre la semaine prochaine dans le 69e épisode de Divergence. Je vous le rappelle, vous le voyez au-dessus de la petite vignette, faites un j'aime, abonnez-vous et activez la cloche. Ça prend 10 secondes, c'est gratuit, c'est la seule chose qui nous permet de contourner la censure
européenne, la censure française, la censure de YouTube. Voilà, faites-le pour nous et puis faites-le bien entendu pour tous nos partenaires, toutes les chaînes, tous nos amis, que ce soit les canaux comme Égalité Réconciliation, GPTV, TV Liberté, Sylvain Ferreira, Xavier que tu as cité qui est excellent et brillant, Caroline Galacteros, Alexis Poulain, enfin voilà, tous ceux que vous aimez suivre. Faites pareil, suivez-les, faites des j'aime, c'est important. Mettez un petit commentaire. C'est pareil, ça prend 5 secondes de mettre un commentaire, ne serait-ce qu'un merci ou voilà, partager. C'est très important. C'est la seule solution pour nous de ne pas être invisibilisé par YouTube. Et puis enfin, dernier point, si vous voulez nous suivre et nous soutenir parce que vous aimez nos programmes, eh bien n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don. Vous voyez le QR code. Avec votre téléphone, vous passez en mode appareil photo, vous scannez le QR code et puis tout va s'indiquer sur votre écran. Vous pouvez nous soutenir et c'est la seule chose qui nous permettra de continuer le combat. Voilà, messieurs, bonne fin de semaine. En tout cas, pour ce qui en reste, on est dimanche soir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine dans Divergence 69. À bientôt. Au revoir.